Donc, je voulais vous informer néanmoins que nous avons été informés de la démission de M. Cuturello. Il est donc remplacé par M. Eric Ellers, qui est là, peut-être voilà, que chacun d'entre vous connaît peut-être. Et donc, et qui remplace donc M. Cuturello au sein du groupe Changer Paris. Et je voulais saluer Benoît Cuturello et le remercier pour sa participation, certes brève mais intense, à nos séances du Conseil d'arrondissement. Avant que nous commencions l'ordre du jour du Conseil, je vous propose que nous fassions 3 points d'actualité. Le premier concerne évidemment la question des usagers de drogue suite aux différentes décisions qui ont été prises ces derniers mois. C'est vrai qu'il concerne moins directement le 18e qu'avant, mais pour autant c'est normal qu'on en parle. Je vous propose ensuite qu'on vous fasse un point purement d'information, mais qui pour le coup n'entraînera pas de discussion sur la situation de notre centre de vaccination. Et enfin que nous puissions faire un point sur la rentrée scolaire. Et donc pour commencer cette discussion d'actualité sur la situation des usagers de drogue dans le nord-est parisien, je laisse la parole à Ayodele Ikwessan. Merci, bonsoir à tous. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus. Donc, le 24 septembre dernier, les usagers de drogue et les dealers qui étaient depuis cet été installés au niveau du Jardin des Halles et plus particulièrement au niveau de la rue Riquet ont été évacués vers le square de la Porte de la Villette. La situation était intenable à la fois pour les riverains mais aussi pour les usagers de drogue complètement désencérés. Cette évacuation, elle était nécessaire, néanmoins il est important pour nous de travailler sur un dispositif global, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, dans ce conseil d'arrondissement, et comme la maire de Paris l'a également demandé, dispositif qui a été validé là, dernièrement, par le Premier ministre et notamment le ministre de la Santé. Un dispositif qui comprend une offre de soins addictologiques et psychiatriques, un accompagnement social, des espaces de repos et des places d'hébergement, pour que l'on arrête enfin de déplacer ces problèmes d'un endroit à un autre, comme c'est le cas depuis plus de 30 ans. Oui, ce dispositif global est une nécessité et les échanges avec les riverains que nous avons régulièrement et que nous avons continué de rencontrer pendant toute la période le confirment. Ils veulent retrouver une tranquillité en bas de chez eux et en même temps, ils souhaitent que les usagers de drogue puissent être accompagnés. Au-delà de la surenchère médiatique et politique, je crois qu'il y a bien consensus sur cette prise en charge globale. Bien évidemment, les échéances électorales à venir parasitent le débat. Et au final, ceux qui en payent les conséquences sont les riverains et ces mêmes usagers, victimes eux-mêmes des trafiquants. Pour nous, élus d'arrondissement, notre seule véritable boussole et la base de notre travail, c'est le quotidien des habitants. C'est le quotidien des habitants de notre arrondissement. Les élus de l'arrondissement sont aussi des habitants du 18e et sont impactés au même titre que les autres. Je ne rentrerai pas dans la polémique des injonctions de soins qui seraient une baguette magique pour libérer des individus d'une addiction, quand on sait que pour certaines personnes, arrêter simplement de fumer est un parcours sinueux de plusieurs années qui se solde parfois par un échec. Je finirai avec les structures de réduction des risques parce que je lis ici là que ces lieux n'existeraient que pour les consommateurs de crack. Oui, à Paris, nous avons de nombreuses structures, et ce depuis plusieurs années, voire même depuis 50 ans, telles que des XAPA, des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, des CARUD, donc des centres d'accueil, d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Et oui, ces structures sont un véritable enjeu de santé publique. Car la consommation de... alors, excusez-moi, je suis en train de bugger. Oui, ces structures sont un véritable enjeu de santé publique. La consommation de substances psychoactives, telles que l'alcool, le tabac, les médicaments, le cannabis, est responsable en France de plus de 100 000 décès évitables par accident et maladie, dont près de 40 000 cancers. Ces structures sont fréquentées tous les jours par des personnes qui souhaitent être accompagnées. Juste... souhaitent être accompagnés et donc voilà. Et ces structures sont aujourd'hui fréquentées tous les jours et donc il n'y a pas de sujet sur ce point-là. Je souhaitais juste aussi compléter sur le fait qu'il ne fallait pas oublier dans cette discussion le travail indispensable et la place indispensable de la police, de la préfecture de police, notamment sur l'arrestation des dealers. Et tant que ces derniers vendront alors à des personnes fragiles et aussi isolées socialement, il y aura de nouveaux consommateurs de crack.
Pour conclure, notre position dans le 18e, elle a toujours été claire. Oui à un dispositif multiple à l'échelle de la métropole et nous y participerons notamment avec nos 8 structures de réduction des risques, à savoir 3 CARUD, 2 XAPA, 2 espaces de repos et un CASAT. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Alors je sais que Rudolf Granier souhaitait prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'inscription? Pierre-Yves Bournazel, Gérald Briand, Thierry Caillé. Et on va s'arrêter là. Rudolf Granier. Merci, Monsieur le maire. Le débat qui nous occupe aujourd'hui et que nous avons demandé au sein du conseil d'arrondissement porte une importance assez particulière eu égard à l'impact que cela peut avoir, comme vous l'avez précisé, très chers collègues, sur les administrés du 18e et plus largement du 19e, du 20e, du 10e et peut-être demain du 2e, du 1er arrondissement. Je vais encore une fois être obligé de faire un point de méthode quant au manque de transparence qui a été de mise pendant toute cette période absolument dramatique. Je citerai par exemple les réunions au sein des mairies d'arrondissement sur cette problématique sans qu'aucun élu d'opposition n'y ait été convié. J'ai saisi Madame la maire, je me suis présenté ici en mairie du 18e. Depuis lors, elle n'a jamais été organisée à nouveau dans le 18e arrondissement. Je reprendrai les propos de l'adjointe en charge de Madame l'adjointe en charge de la santé, Anne Souris, qui, alors outre une situation dramatique autour de la salle de consommation à moindre risque évoquée elle-même, parlait d'une grande consultation citoyenne le 23 octobre qui n'a jamais vu le jour. Je vais évoquer une absence de consultation pour les premiers projets mis à l'étude comme celui de la rue de Pelleport dans le 20e arrondissement où il est clair que l'exécutif actuel a essuyé un revers d'une telle envergure que normalement on devrait faire preuve d'un petit peu plus d'humilité. Donc l'importance d'une transparence totale avec les Parisiens et les représentants locaux avant toute nouvelle consultation citoyenne ou tout lancement ou toute proposition serait de mise. Néanmoins, ces rappels-là, je les ai déjà effectués auparavant et ils sont restés lettres mortes. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Aujourd'hui, malheureusement, et ce n'est pas le rapport de l'INSERM qui peut être utilisé en ce sens-là, rien ne prouve que les salles de shoot, et je continuerai à utiliser ce terme, ne vous en déplaise, permettent de traiter le problème du crack. Vous savez très bien que l'inhalation de crack est autorisée dans la salle de shoot du 10e arrondissement seulement en cas de polytoxicomanie, c'est-à-dire si on s'est injecté de l'héroïne avant. Donc on est en train de traiter tout par le côté le plus dramatique des choses. J'ai bien retenu les propos du ministre de la Santé qui parle de la salle de shoot de Strasbourg, mais par contre qui ne s'étend jamais sur celle de Paris. Jamais. Il n'en parle jamais. Alors peut-être que la salle de Strasbourg est un modèle du genre, peut-être qu'il y a un médecin à Strasbourg dans cette salle de shoot, ce qui n'est pas le cas à Paris, et vous le savez, j'ai assisté à un comité de pilotage sur ces 2 salles de shoot, et il y a eu un aveu d'échec patent, puisqu'il n'y avait pas de médecin depuis plusieurs mois à la Riboisière. Tous ces éléments, pour moi, ne permettent pas de fonder une décision sereine, scientifique, épidémiologique, médicale, psychiatrique, pour se permettre de dire que le crack doit être traité dans ces salles de consommation à moindre risque ou dans ces salles de repos. Néanmoins, je souscris pour partie à vos propos, chers collègues. Nous sommes d'accord pour une prise en charge globale et nous le demandons depuis le début. Et nous refusons et nous refuserons de tout temps que nous assistions des gens à se droguer. C'est un principe auquel nous ne saurons déroger et vous avez pris le parti d'aider des gens à se tuer. Nous le refuserons toujours, sachez-le. Pour en terminer, monsieur le maire, et pour essayer d'être bref, je demanderai simplement à ce que vous répondiez clairement à quelques questions très simples. Nous souhaitons que vous puissiez ce soir nous garantir le statut et l'organisation des CARUD et des XAPA qui relèvent d'une politique de réduction des risques à laquelle, encore une fois, nous souscrivons pleinement, donc les CARUD et les XAPA de Paris, afin justement qu'ils puissent poursuivre leur mission de prise en charge des toxicomanes en réduction des risques ou en addictologie et en excluant toute consommation de stupéfiants au sein de leurs murs. Nous souhaitons que soit déployée la police municipale aux abords de la salle du 10e arrondissement afin de faire respecter l'obligation de consommer à l'intérieur des murs de la salle et l'obligation de rester en salle de repos tant que les effets de la drogue ne sont pas dissipés. Nous demandons que le recours aux injonctions de soins pour les personnes toxicomanes ne se fasse plus pleinement en mesure de libre arbitre également. Et enfin, nous souhaitons, monsieur le maire, que vous puissiez communiquer les sites qui sont à l'étude pour les futurs centres de soins de toxicomanes, de préciser la nature exacte
de ces lieux, SCMR, CARUD, XAPA. Nous attendons votre réponse là-dessus et de faire état des consultations des riverains concernés auxquels la municipalité s'est engagée. Je vous remercie. Merci. Je crois que c'est Talleyrand qui disait tout ce qui est excessif est insignifiant. Je m'en tiendrai là à ce stade, mais évidemment, je répondrai à vos provocations un peu plus tard. Pierre-Yves Bournazel. Merci, monsieur le maire. D'abord, est-on autorisé à parler sans le masque dans son micro? Merci. Merci, monsieur le maire. C'est un sujet évidemment extrêmement difficile. On a malheureusement l'habitude de l'évoquer dans cette enceinte. Extrêmement difficile parce qu'on ne gouverne pas un coup de yaka et de faucon. Si les solutions faciles existaient, elles se seraient vues et elles auraient été mises en place. Il faut prendre la complexité du problème. Les personnes qui dépendent du crack sont des personnes malades. Et en tant que telles, elles doivent être accompagnées et soignées dans un temps long, bien sûr, pour sortir de la spirale de la drogue et en urgence pour éviter d'être en danger pour leur vie et être en danger pour les autres aussi. Il faut faire preuve à la fois d'humanité et de fermeté. L'humanité, c'est-à-dire d'avoir des lieux où ces personnes peuvent être accompagnées sur un plan social, psychologique, médical. Il faut l'assumer parce que si nous n'accompagnons pas ces personnes, eh bien, elles seront livrées à elles-mêmes. Et lorsqu'elles sont livrées à elles-mêmes, elles sont dans nos rues. Et lorsqu'elles sont dans nos rues, elles posent de lourds problèmes pour les riverains qui subissent en première ligne les difficultés, les nuisances. Car s'occuper des personnes qui consomment du crack et essayer de trouver des structures qui permettent de les sortir progressivement de cette spirale, c'est aussi s'occuper des riverains et des habitants. C'est lié. Et donc il faut agir à la fois en urgence et dans le temps long. Et la fermeté, c'est vis-à-vis des réseaux, de ces trafiquants qui se font du fric sur la misère humaine, sur des personnes vulnérables. Il faut remonter des filières. Là aussi, il y a urgence par une présence sur le terrain de la police, mais aussi une remontée des filières qui nécessite des enquêtes poussées pour démanteler ces réseaux et s'attaquer au nerf de la guerre, qui est encore une fois, malheureusement, l'argent, le fric. Car celles et ceux qui se font du fric sur la misère humaine, c'est eux qu'il faut attaquer, c'est ces trafiquants qu'il faut évidemment mettre hors d'état de nuire, c'est ces trafics qu'il faut démanteler. Et donc, de manière générale, comme député, mais comme élu de Paris du 18e, je apporterai modestement ma contribution, mon soutien à toutes les initiatives partagées qui seront portées par tous les protagonistes. Car là aussi, il faut que les uns et les autres travaillent ensemble. Et je ne distribue aucun point ici. Je parle pour tout le monde. Il faut que l'État, il faut que la ville, il faut que les autres acteurs d'ailleurs, comme la région, avec les associations, travaillent ensemble. Car ce n'est pas de manière séparée que les problèmes peuvent être traités. C'est bien ensemble, au-delà des clivages politiques, au-delà des intérêts de court terme, que chacun doit travailler ensemble dans un bon état d'esprit sur un sujet d'intérêt général extrêmement difficile. Et nous devons aussi aller expliquer ces politiques d'urgence pour régler les problèmes, car il n'est pas supportable que des Parisiennes et des Parisiens en première ligne subissent des problèmes de tranquillité et de sécurité. Il faut les régler en urgence, mais aussi expliquer le temps long, c'est-à-dire le temps long de l'accompagnement de ces personnes vulnérables et malades, qu'il faut accompagner dans des petites unités, bien sûr, parce que les grandes ne fonctionnent pas, dans des petites unités pour les accompagner et les soigner et régler leurs problèmes et régler ainsi ceux, encore une fois, des riverains. Voilà, c'est avec cette philosophie, me semble-t-il, que l'on peut traiter au fond les choses et éviter de politiser un sujet qui est un sujet de vie ou de mort, puisqu'il s'agit d'hommes et de femmes qui meurent de la consommation du crack. Il s'agit de riverains qui peuvent subir aussi les nuisances de ces personnes vulnérables qui peuvent parfois devenir très dangereuses et s'attaquer à l'intégrité physique de Parisiennes et de Parisiens. Donc, c'est un sujet qui mérite évidemment d'avoir le bon ton et les bonnes pratiques politiques pour se battre, pour résoudre dans la durée ce problème. Merci. Alors, j'avais Thierry Caillet et après j'ai oublié quelqu'un. Alors, Thierry Caillet puis Gérald. Je n'arrive pas à couper.
Je suis d'accord avec M. Bournazel en partie sur ce qu'il a dit, et je trouve qu'il l'a très bien dit, mais il faut aussi, et pas du tout d'accord naturellement avec M. Granier, hein. Il est vraiment important d'entendre ce qui se passe dans les quartiers. On voit la population qui souffre, parce qu'il y a 150 à 200 personnes à la rue. Parce que le problème du crack à la rue, c'est un problème. Quand il est chez soi, ce n'est pas un problème. Si on avait 200 alcooliques au même endroit, ce serait un problème. Mais on n'a pas 200 alcooliques en France à un endroit bien précis. Ce problème, il y a 200 000, à peu près 200 à 300 000 personnes au crack en France. Il faut le savoir. En Allemagne, il y a 20 lieux de shoot, je reprendrai le mot, ça ne me fait pas peur. En Suisse, 17 depuis 30 ans, et ça ne fait pas peur aux Suisses non plus. C'est pour vous dire que la France a énormément de retard. Et il faut que l'ensemble des politiques s'attaquent à ce sujet. C'est extrêmement important pour la tranquillité de tous. C'est trop facile de dire non, on va vous soigner de force. Ça n'existe pas. Quand on est obèse, on ne se soigne pas de force. Et pareil, quand on souffre d'anorexie, c'est pas de force. Je crois qu'il faut que vous alliez, moi je vais inviter monsieur le maire, mais je crois que vous en avez l'intention, à ouvrir tous les centres qui existent sur Paris. Il faut que vous alliez voir les psychologues qui travaillent sur ces sujets. C'est important. Les médecins et toutes ces associations qui travaillent autour de ces gens atteints, et lourdement atteints, et qui posent problème à la population. Mais ce n'est pas comme ça qu'on arrivera. Alors je crois que si vous voulez faire de la politique, eh bien appuyez-vous sur ce qui s'est passé dans le 18e, à une époque où on a ouvert le sleeping. Eh bien les gens n'en voulaient pas. Et regardez bien qui était à l'initiative de cette ouverture, qui a été inaugurée par M. Daniel Bayan. Eh bien vous verrez, c'est quelqu'un de chez vous. Et vous pouvez en être fier. Alors moi, je demande que vous réfléchissiez et non aller, comme certains partis politiques, faire le buzz sur les différentes télévisions qui ne cherchent que cela. Vous êtes du 18e, alors faites un travail et faites cet effort sur vous-même pour préserver les habitants du 18e, mais pas que du 19e et de la banlieue, sur un quartier très difficile. Maintenant, c'est sûr que ça va être un peu plus facile pour Paris, parce que à Porte de la Villette, ça va concerner un peu les villes d'à côté. Mais c'est des villes très pauvres, avec de grandes difficultés. Elles vont devoir gérer cette personne. Il faut savoir que les dealers, on les a déposés là-bas, mais on a aussi déposé les vendeurs. Ça veut dire qu'on a créé une salle ouverte dehors à la consommation. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci. Gérald Briand, puis Justine Henry. Oui, donc, monsieur le député Bournazel parlait de bonnes pratiques. Je suis d'accord sur ce sujet sensible, mais dans les bonnes pratiques, par exemple, c'est pas celle de construire un mur, par exemple, comme on a assisté à Porte de la Villette pour tenter de séparer la population du campement d'usagers de drogue qui a lieu. Donc je pense que, voilà, bonne pratique, il faut que chacun balaye devant sa porte. Ensuite, je voudrais juste donner un élément à M. Granier qui a des certitudes. Moi, j'en ai pas des certitudes sur la question des usagers de drogue et de comment faire. Et notamment sur ce cas particulier des crackers. Le crack est arrivé dans les années 80 aux États-Unis, dans les années 90 en France. Nous, on a eu des premiers cas ici. Ça a été traité par des gouvernements de gauche, de droite, qui ont essayé, qui se sont frottés à cette réalité, qui n'ont pas trouvé de solution miraculeuse pour le faire, parce qu'il n'y en a pas. Vous dites, par exemple, je comprends l'argument de dire favoriser et de dire, voilà, il ne faut pas d'injection parce qu'on ne peut pas, nous, participer de ce qui tue des drogués. Mais ce qui tue des drogués, ça peut être le sevrage aussi. On a des tentatives de suicide après des sevrages. Donc c'est tout ça. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il faut écouter les médecins.
au lieu d'en faire des opérations de base politique, écoutons les médecins. Écoutons ce qu'ils disent, écoutons ceux qui sont les spécialistes. Moi, c'est parmi les gens que j'ai rencontrés, ceux qui travaillent sur les questions de drogue et de traitement, ce sont les plus fascinants, les plus intéressantes personnes auxquelles j'ai confronté quand j'étais ancien adjoint au maire aux affaires sociales. Des tranches de vie incroyables. Et des difficultés qui sont vraiment, qui forcent l'admiration. Vraiment qui forcent l'admiration. Donc je le dis, et je dis aussi que la droite a su aussi en son temps, moi je me souviens de Michel Barzac par exemple, qui avait sur ces questions d'usagers de drogue, disait les choses et ne faisait pas accès de démagogie. Donc moi je souhaite un jour que vous puissiez, pourquoi pas vous aussi, pouvoir décider et faire. Et vous verrez que quand on décide, eh bien on n'emporte pas à coup de démonstrations aussi boiteuses. Merci de votre attention. Merci. Étant moi-même un grand libéral, je vais laisser la parole à Justine Henry, bien que normalement c'est une expression par groupe, mais on va élargir un peu les choses, et puis je dirai un mot, et puis on va passer au thème suivant. Justine Henry. Je vous remercie, Monsieur le maire. Je note, en tout cas, dans les propos de Gérald Briand et dans les propos globalement qui se tiennent autour de la table, que le débat est bien plus constructif que celui qu'on a pu avoir l'an dernier sur le même sujet. Et j'en suis ravie. Comme vous, Monsieur Briand, je ne pense pas qu'il y ait... je n'ai pas de théorie toute faite et je ne pense pas qu'il y ait une bonne méthode pour faire les choses. Le sujet est complexe. Pierre-Yves Bournazel l'a pointé. Il y a des enjeux de sécurité, de lutter contre les trafics de drogue, de préserver la tranquillité de l'espace public et le bon vivre ensemble dans ces quartiers et notamment pour les habitants. Et il y a un volet médical et c'est là-dessus que je voulais insister puisque Monsieur Granier a pointé l'idée qu'il ne faudrait pas que l'on se shoote dans les salles. Or, il faut comprendre qu'une salle de consommation à moindre risque, elle a été créée pour que les personnes se droguent en réduisant les risques. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme cela. À l'époque où il s'agissait d'injections de morphine, d'injections d'héroïne, etc. Le but étant de fournir des seringues et des aiguilles propres et de réduire les risques de contracter le sida, contracter des hépatites ou toute autre forme de maladie. Malheureusement, cette théorie ne s'applique pas au crack, puisque le crack, certes, peut s'injecter, mais la plupart du temps se fume. Et donc les consommateurs de crack ont par là même beaucoup moins intérêt qu'un consommateur de cocaïne ou de morphine, ou d'héroïne ou de morphine, à aller dans une salle de consommation à moindre risque, puisque pour les autres consommateurs de drogue, il y a un intérêt à aller dans ces salles et c'est comme ça qu'on les rentre dans un parcours de soins, qu'on les met au contact de professionnels qui les accompagnent. Or, ce mécanisme ne peut pas être appliqué aux consommateurs de crack. Et je pense qu'on a un vrai sujet là-dessus, d'autant plus que pour la morphine et l'héroïne, il existe des molécules de substitution, la méthadone notamment, qui se prend en cachet, elle ne demande pas d'être injectée, qui permet un sevrage. Or, pour le crack, il n'y a pas de molécule de substitution à ce stade qui permet un sevrage. Donc quand j'entends Madame Pécresse parler de désintoxication au crack, il va falloir lui expliquer que, ce n'est pas une intoxication mais une addiction, et donc il y a une composante de volonté derrière cela. Dans l'intoxication, c'est quelqu'un qui nous intoxique. Quand on est addict, on est addict par volonté, et c'est bien là le sujet pour sortir les personnes. Donc on est dans des phénomènes qui sont totalement différents, et je pense qu'il est temps que l'on plonge dans la complexité du sujet pour avancer dans le bon sens. Voilà, je vous remercie. Merci à toutes et à tous pour vos interventions constructives sur ce sujet. C'est vrai qu'on a connu des débats peut-être moins rassembleurs sur cette question. J'y vois une première évolution positive qui est liée au fait qu'aujourd'hui, il y a un consensus très large sur des sujets qui ne faisaient pas consensus il y a un an ou deux. Et ce consensus, il se matérialise, si je puis dire, par la réponse qui a été apportée par le Premier ministre à l'interpellation de la maire de Paris sur la politique. Alors, on peut l'appeler réduction des risques, on peut l'appeler la création de structures, mais de fait, le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, donc c'est lui qui a préséance sur les autres ministres, a indiqué aujourd'hui quelle était sa position, c'est-à-dire de faire en sorte que nous puissions créer des lieux de soins pour les usagers de drogue et donc sortir de cette logique délétère qui a consisté à les déplacer au fur et à mesure du temps. On pourrait s'en réjouir, nous, considérant qu'aujourd'hui nous ne sommes plus dans le 18e. En réalité, on sait que cette solution est très temporaire et donc n'en est pas une. Chacun a constaté que, et c'est
forcément le cas dans toutes les familles politiques. Il y a des discussions ou des débats ou des divergences présentées publiquement au sein du gouvernement. Moi, je m'attache à ce que dit son chef. Et de ce point de vue-là, il est assez clair. Et du coup, je réponds d'une certaine façon à l'interpellation de Rudolf Granier. La loi est très claire. Elle prévoit que les représentants de l'État, en l'occurrence ici le préfet de la région Île-de-France, proposent aux municipalités. D'ailleurs, la loi prévoit une exception pour les Paris, Lyon et Marseille, puisque s'agissant de nos villes, les mairies d'arrondissement seront aussi consultées sur les propositions qui seront les leurs quant à l'installation de sites ou de lieux de prise en charge des usagers de drogue. C'est comme ça que la loi est prévue. C'est pas l'inverse. Et nous, bien sûr, on travaille avec la ville de Paris, avec les représentants de l'État sur différentes options. Mais c'est bien une proposition qui sera faite par, non pas directement le gouvernement, mais les préfets concernés à la ville, qui sera ensuite amené à donner son avis. Et c'est dans ce sens-là que les choses se font. Et moi, j'aime bien prendre mes responsabilités. Je considère que je prends les miennes, pas celles de la terre entière sur mes épaules. Et donc ce dialogue, il est aujourd'hui nourri. Le Premier ministre a d'ailleurs indiqué clairement les choses, donnant un certain nombre de pistes qui vont être difficiles à tenir à Paris, notamment sur le fait qu'il ne souhaite pas que ces sites soient proches des habitations, ce qui à Paris est toujours un peu compliqué, parce qu'être loin des habitations à Paris, il faut quand même chercher assez loin pour le trouver, mais il a donné un cahier des charges, confié au préfet de région et à la préfète de Paris et au préfet de police, mais essentiellement au préfet de région et à sa directrice de cabinet préfète de Paris. Et donc on va pouvoir avancer dans les moments qui viennent pour travailler là-dessus. Politique de santé publique. Donc politique territorialisée, mais politique de santé publique. La santé publique en France, c'est l'État. Pourquoi ? Parce que le problème des usagers de drogue, ce n'est pas un problème de tel ou tel territoire. C'est un problème de la nation qui s'exprime dans tel ou tel territoire. On n'est pas responsable, qu'on soit maire de Saint-Denis, du 18e, du 19e, de l'existence des usagers de drogue. La santé publique, c'est une politique nationale. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que cette politique de réduction des risques, elle a été entamée beaucoup par des ministres issus d'une autre famille politique que la mienne. Gérald Briand a cité Michel Barzac, élu de Paris, chiracienne, hein. Mais la première quand même c'est Simone Veil, qui la première comme ministre de la Santé a lancé cette notion qui nous vient d'autres pays, qui est pratiquée avec beaucoup plus de force par exemple en Suisse que chez nous. Donc, regardez l'exemple suisse, hein, si on veut savoir comment. Regardez comment aujourd'hui est Zurich par rapport à comment était Zurich il y a 15 ans. Et faut pas aller chercher très loin, hein. Faut aller voir où ça marche. En Suisse, ça marche. Ça marche. Il y a encore des usagers de drogue en Suisse, hein. Enfin, vous n'avez plus ces immenses scènes ouvertes comme on peut les connaître aujourd'hui à Paris, qui sont déplacées par des policiers qui n'ont pas que ça à faire d'un lieu à l'autre. Et donc moi, je porte avec Ayodele Ikwesson, elle l'a dit très fortement, avec la maire de Paris, avec l'ensemble de son équipe, cette idée que la solution, c'est la réduction des risques, c'est la prise en charge des usagers de drogue, parce que je crois que rien n'est plus délétère et injuste que de passer son temps à opposer, et notamment opposer les habitants et opposer les usagers de drogue. En réalité, si on veut pacifier les choses pour les habitants, alors il faut s'occuper des usagers de drogue, et si on s'occupe des usagers de drogue, on fait aussi le bien des habitants des quartiers concernés. Donc c'est deux publics qui ne s'opposent pas. Bien sûr que dans le débat public, à la télévision, on passe son temps à animer cette opposition entre les habitants et les usagers de drogue. Cette position, elle n'a aucun sens, et ceux d'entre nous qui habitons depuis longtemps dans ces quartiers le savons bien. Et dans cette chaîne de soins, il y a la question des salles de consommation à moindre risque. Moi, j'utilise ce terme pour une raison assez simple, c'est que je crois que c'est une citation, je ne vais pas faire ma vie en citation, mais je crois que celle-là, elle est attribuée à Camus, mais je ne sais pas si elle est juste, qui aurait dit que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Alors, je ne sais pas si c'est Camus qui l'a dit ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que si on fait croire aux gens que c'est des salles de shoot, on ajoute du malheur au monde, parce qu'on imagine qu'on a envie d'aider les drogués à se droguer. C'est pas du tout ça, une salle de consommation moindre risque. Je vous invite à aller visiter celle de Lariboisière, hein, celle de Genève, celle de Strasbourg. C'est une salle de consommation à moindre risque. Moindre risque pour les usagers de drogue, et en réalité, moindre risque pour les riverains. Et je rappelle à ceux qui peut-être n'étaient pas dans le 18e à cette période-là, moi je l'ai connu assez peu de temps, mais je l'ai connu quelques années quand même. Je rappelle l'état dans lequel nous retrouvions nos rues et nos jardins avant l'existence de la salle de consommation à moindre risque de Lariboisière.
Ceux d'entre vous qui avaient l'occasion de parler à des policiers, par exemple, qui sont en poste dans le 18e depuis longtemps, demandez-leur. Ils vous raconteront les centaines de seringues qu'on retrouvait au Square Léon, qu'on retrouvait, alors Rosa Luxembourg n'existait pas à l'époque, mais qu'on retrouvait tout autour de la halle Pajol. Je me rappelle mon premier déplacement à l'île aux Caillets, avant la réhabilitation de l'île aux Caillets. Hein. Les mecs nous balançaient, il y avait tellement de drogués là-dedans que les mecs balançaient par les fenêtres des tomates et des trucs pour faire sortir les officiels quand on osait mettre les pieds dans ce quartier. Vous voyez ce qu'est l'île aux Caillets maintenant, ce qu'est Rosa Luxembourg, ce qu'est Pajol. Et donc, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Oui, veiller à ce que les usagers de drogue, les drogués, se droguent, certes se droguent, mais se droguent dans des meilleures conditions, c'est bien sûr mieux pour eux. Il n'y a pas une overdose qui ait lieu dans une salle de consommation à moindre risque depuis qu'elles existent. Pas une overdose. Moi, je me rappelle des moments où on retrouvait des morts dans les halls d'immeubles. Parce que les mecs se piquaient dans les halls d'immeubles et puis ils en mouraient. Puis le lendemain matin, vous descendez de chez vous, vous aviez un mec mort dans le hall d'immeuble. Bon, c'est plus du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, bien sûr, nous, on veut continuer à développer l'ensemble de la palette des outils dont les salles de consommation à moindre risque est un élément, mais juste qu'un élément. Moi, je pense que sur ces questions-là, et j'en finirai par là, faut pas être cynique, il faut pas être naïf. Et je pense qu'imaginer la baguette magique, c'est ou être cynique ou être naïf. Et comme j'essaie d'être ni l'un ni l'autre, je travaille, c'est un peu dur, hein, c'est un peu compliqué, à faire en sorte que ces lieux existent. Et dans le 18e, on a ouvert beaucoup de lieux à destination des usagers de drogue. Je suis convaincu qu'autour de la table, un très grand nombre d'entre nous ne savons même pas où ils sont. Parce qu'une fois qu'on les a installés, une fois qu'ils sont en fonctionnement, plus personne ne les voit, ces lieux. Parce qu'en fait, tout se passe très bien. Tout se passe très bien parce que quand on prend soin des gens, eh ben, ils vont mieux, et quand ils vont mieux, ils ne posent pas de problème à leurs voisins. Et donc on va continuer comme ça. Je ne sais pas sous quelle forme, on attend maintenant les initiatives qui vont être prises. Voilà, le gouvernement a pris une décision, il va la mettre en œuvre, on sera un partenaire de la mise en œuvre de ces décisions, et je suis convaincu qu'on pourra se retourner sur cette période qui aura été très difficile, notamment pour les habitants du quartier de La Chapelle, qui aura été très difficile pendant de longs mois, mais je pense que de cette crise va sortir des solutions, et que c'est ces solutions-là sur lesquelles il faut aujourd'hui qu'on se concentre. C'est en tout cas ce qu'on va faire avec mon équipe. Et rendez-vous dans 1 an ou 2. Je pense que la situation sera, j'espère en tout cas, et je pense que la situation sera meilleure parce qu'on s'en sera, j'espère, occupé encore plus qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant. Voilà pour ce débat, je vous en remercie. Je voulais aussi proposer à Yodélé de faire un point sur le déménagement du centre de vaccination pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Je propose qu'il n'y ait pas de débat là-dessus, c'est le déplacement d'un centre. Et ensuite, je passerai la parole à Karine Roland. Oui, alors merci Monsieur le maire. Donc par rapport à la vaccination, juste pour vous informer que le centre de vaccination n'est plus dans la salle des fêtes, mais maintenant il est au tribunal dans la mairie. Pour information aussi, aujourd'hui on est à 195 500 vaccinations réalisées depuis l'ouverture du centre de vaccination. Je voulais aussi vous informer sur le fait qu'on continue des actions d'aller vers, notamment dans les établissements scolaires. On a à ce jour vacciné 380 élèves et le centre de vaccination intervient dans 6 établissements dans le 18e, mais également dans des établissements du 17e. Et enfin, la vaccination a démarré aussi au niveau des 3e doses pour les personnes âgées, notamment dans les EHPAD. Et je voulais aussi vous faire part du fait que le centre de dépistage qui se situait en fait au sein de la mairie est donc fermé, et celui aussi qui se trouve rue Grimaud, à la porte de Montmartre, qui a fermé ses portes, mais il reste donc toute l'offre de dépistage à la fois dans les pharmacies et dans les laboratoires de l'arrondissement. Merci beaucoup et un très grand merci à la CPTS qui a piloté ce centre et bien sûr à l'ensemble de l'équipe de Juliette et de la mairie du 18e parce que 195 000 doses, il faut imaginer ce que c'est quand même. Alors c'est pas un concours de chiffres, mais c'est comme si on avait vacciné 100% des habitants du 18e, c'est pas du tout le cas puisqu'on ne s'est pas du tout enfermé dans le 18e, mais ça a été rendu possible par la mobilisation extrêmement puissante des médecins et des infirmiers libéraux, c'est eux qui ont fait les choses, et par l'équipe de la mairie du 18e et notamment par l'équipe des ALG, donc ceux qui organisent les choses, qui ont monté, démonté, remonté le centre de vaccination, je ne sais pas combien de fois ils l'ont fait, et qui nous ont permis d'être le plus important centre de vaccination parisien en réalité.
Et vous avez vu cette mécanique quand même assez impressionnante qui se déroulait tous les jours. Et je suis bien content qu'on en soit parti aussi, parce que ça y est, c'est bon, on va pouvoir faire autre chose des salles de la mairie, mais c'était utile qu'on soit. Alors je crois que M. Granier voulait dire un mot. Je laisse quelques instants la parole, puis M. Honoré, puis après on passe à la rentrée scolaire. Pour une demande de précision, est-ce qu'on sait du coup combien de personnes, combien d'habitants du 18e sont vaccinés? Non pas à savoir si c'est le 18e qui les a vaccinés ou pas, mais si on a une statistique de ce point de vue-là. Et puis naturellement, remercier toutes les personnes qui ont œuvré à ce qu'on peut considérer comme étant un large succès pour la vaccination. Merci. Alors, Christian Honoré, puis je laisserai Ayodele répondre. Il marche pas. Oui, voilà. Oui, je voulais vous dire que toutes les personnes que j'ai pu contacter, qui m'ont contacté pour me dire qu'ils se sont fait vacciner à la mairie, ont toutes été très bien accueillies, que l'organisation a été remarquable, et je voulais le dire ici, et je souhaiterais que vous félicitiez de notre part les équipes qui se sont mobilisées pour cette vaccination. Et c'est pas fini, parce qu'on a toujours un centre de vaccination pour les 3e doses notamment, et pour les plus jeunes, dans les locaux de l'ancien tribunal d'instance. Ayodele, je ne sais pas si on a des chiffres par arrondissement. Je vérifie juste les derniers chiffres. Au 5 septembre, on était à 67% de vaccinés dans l'arrondissement, donc qui ont reçu 2 doses. Et je regarde juste ce qu'on a. Je reviendrai vers vous avec les doses du 19 septembre, mais en tout cas, a priori, nous, au centre de vaccination, on avait un tiers minimum de personnes qui étaient vaccinées, qui étaient résidents du 18e. Ben, on retrouvera les chiffres plus précis, puisque l'ARS, pour le coup, a un compte très précis des vaccinations. Et on a un taux de vaccination global qui est relativement dans la moyenne. Je pense qu'il y en a des inégalités territoriales qui sont assez nettes sur cette question comme sur d'autres. Et on a quand même un petit sujet sur la vaccination des 12 ans et plus, enfin des jeunes, qui est plus compliqué. Mais habile transition, même si ce n'est pas le sujet, pour faire un point sur la rentrée scolaire, puisqu'on parle des 12-17. Parfaite transition, et c'est quand même un peu le sujet, tant dans les 18 mois passés, chaque rentrée scolaire était une nouvelle aventure, avec, on peut s'en féliciter, des écoles et collèges qui sont restés très ouverts, mais avec des coûts d'organisation, des coûts humains, financiers et humains, qui ont très fortement impacté notre ville. Pour cette rentrée, en revanche, les choses se sont plutôt bien passées dans les 68 écoles et 11 collèges du 18e, en dépit, vous le disiez, Monsieur le maire, d'une situation sanitaire encore exceptionnelle, puisque, bien sûr, le virus continue de circuler et qu'il convient de continuer d'être extrêmement vigilant. Néanmoins, avec le protocole sanitaire assoupli que vous connaissez, eh bien, les parents, notamment en maternelle, peuvent de nouveau entrer dans les écoles. Les enfants sont sujets au port du masque, et ça, le taux d'incidence parisien, pour l'instant, ne permet pas de le lever, mais ils ne sont pas soumis au contrôle du pass sanitaire. Et les fermetures de classes ont eu cours, bien sûr, dans le 18e comme ailleurs, avec néanmoins un nombre très faible. On est entre 10 et 12 classes, cela varie tous les jours, mais depuis la rentrée scolaire, pas plus que cela dans notre arrondissement. En termes d'organisation, je le disais, la présence du virus a encore une incidence, puisque les demandes de reprise de travail pour les pathologies les moins graves ont bien sûr permis de réduire le nombre d'agents en ASA, c'est dur à dire, la ASA signifiant autorisation spéciale d'absence depuis la fin du mois de septembre. Néanmoins, il reste des personnels de ménage absents, des personnes qui étaient parties dans des zones à risque et qui ont été pendant un bon moment en quarantaine. Sur ce sujet, comme sur d'autres, nous sommes interpellés par les parents et c'est bien normal. Nous répondons autant que de besoin. La circonscription des affaires scolaires met en œuvre un travail d'orfèvre au quotidien pour pallier ces absences de personnel, et les élus que vous êtes, mesdames, messieurs, sont bien sûr invités à faire toutes les remontées que vous entendez lors des conseils d'école.
Vous évoquiez, Monsieur le maire, la situation des 12-17 ans. Effectivement, c'est encore la tranche d'âge qui fait défaut dans la vaccination et notre arrondissement ne fait pas exception en dépit des dispositifs qui sont mis en œuvre dans les écoles ou bien des écoles vers les centres de vaccination. Nous continuons de proposer cela. Nous ne pouvons bien sûr pas forcer, mais il y a encore du travail à faire sur le sujet. Voilà pour la situation sanitaire. Pour ce qui est des tendances plus lourdes et plus structurantes, vous le savez, nous le disons depuis plusieurs années, la démographie parisienne scolaire est à la baisse, ce qui ne nous a pas empêché, bien au contraire, de l'anticiper dans le 18e depuis déjà plusieurs années. À titre indicatif, c'est moins 3700 enfants qui ont été inscrits dans les écoles parisiennes, pas du 18e, à cette rentrée par rapport à la précédente. Et dans le 18e, moins 400 enfants. On est passé de 11 100 à 10 700 écoles en maternelle et élémentaire. Donc une baisse tout à fait conforme à la tendance parisienne, auquel viennent s'ajouter bien sûr les 6 000 collégiens. Je le disais, la baisse a été anticipée, ça a été l'objet d'un travail sur la sectorisation mis en œuvre en 2018-2019 et qui produit ses effets depuis 2020, de telle sorte que les écoles très pleines soient compensées par des écoles qui perdent des élèves et que les effectifs puissent être en quelque sorte transférés. D'où, vous l'avez bien sûr vu, l'ouverture, enfin dirais-je, de l'école, la belle école du 113 Championnet, d'où la fusion des écoles 49 bis et 57 Gouttes d'Or, d'où aussi une transformation d'une école élémentaire en maternelle à Fernand-Laborie. Toutes ces mesures ont un objectif, celle de limiter les fermetures de classes. Ce n'est pas un objectif en soi, mais bien sûr, des écoles avec un nombre de classes qui permettent de mener un projet d'établissement serein, c'est toujours mieux. Donc notre dialogue est constant avec le rectorat, avec l'éducation nationale, pour éviter des fermetures de classes qui ne nous paraissent pas opportunes. C'est au global ce qui s'est passé cette année. Je continuerai avec un angle important, l'amélioration du cadre de vie. Les écoles sont des lieux d'apprentissage, des lieux de socialisation extrêmement importants, les premiers de la vie d'un enfant, pour ceux qui ne vont pas dans les crèches et les jardins d'enfants. À ce titre, nous tenons bien sûr, et nous nous y étions engagés lors de la campagne municipale l'année dernière, à améliorer toujours le cadre de vie. À ce titre, 34 opérations d'envergure ont été menées cet été dans les écoles du 18e. Je ne vous les détaillerai pas, bien sûr. Elles concernent des travaux de sécurisation, d'insonorisation de réfectoires, et puis, bien sûr, les nouvelles cours Oasis. Nous en sommes à 6, 4 écoles maternelles élémentaires et 2 collèges qui ont l'avantage d'améliorer la vie au quotidien dans ces écoles, qui ont une vocation pédagogique certaine et qui sont souvent aussi des cours d'école ouvertes. Un autre axe important, c'est l'amélioration des sanitaires. Nous y tenons et nous y revenons systématiquement. Vous citiez les beaux mots de Camus, monsieur le maire. La citation est exacte à mon sens. Et il le disait pour mentionner combien la parole donnée avait une importance. C'est tout à fait le cas avec cet engagement auquel nous tenons que d'améliorer les blocs toilettes, avec 6 établissements concernés cet été. J'en terminerai avec l'école capitale du quartier. Il s'agit là d'un engagement parisien de la maire de Paris que nous portons haut et fort dans notre arrondissement, avec 4 établissements qui ouvrent leurs cours tous les samedis de 10h à 18h pour en faire bien sûr des lieux de respiration, des lieux de rencontre, des lieux d'animation par les associations. Je ne résiste pas au plaisir de saluer le travail qui a été mené par Violaine Trajan et Victoria Barrigan et toutes les équipes de la mairie d'arrondissement ce week-end pour organiser une nuit blanche des tout-petits dans la cour de l'école des Amiraux, cour d'école ouverte toute l'année et qui a permis cette belle opération
ce week-end. C'est aussi le cas avec les rues aux écoles qui permettent de tranquilliser l'accès aux écoles et de faciliter ce moment important qui est celui auquel on dépose les enfants, celui auquel on vient les chercher aussi pour faire des abords des écoles des espaces sécurisés et agréables, un travail mené avec Antoine Dupont, les services de la voirie bien sûr. Et puis un tout dernier mot pour mentionner un beau projet que nous portons avec Fanny Bénard dans le 18e, celui de mettre en œuvre dès la fin de cette année scolaire un conseil des parents, manière bien sûr de souligner combien les parents délégués, dont les élections vont avoir lieu très bientôt, sont des acteurs à part entière de la communauté éducative. Nous aurons l'occasion de leur proposer de se réunir à échéances régulières, probablement à la mairie, puisque la salle des fêtes est désormais disponible à nouveau. Et c'est un engagement, là aussi, qui nous tient beaucoup à cœur. Tout dernier mot pour saluer M. François Garnier, qui était responsable de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance, qui quitte ses fonctions, qui a mené un travail engagé, précis, toujours très présent. Et M. Garnier part à la retraite. Nous aurons l'occasion de le saluer réellement. Et puis, belle continuité dans cette année scolaire qui s'ouvre encore à toutes et tous, aux élèves, aux parents, à tous ceux qui travaillent avec eux et pour eux. Et puisque tu saluais M. Garnier, j'en profite pour saluer Claire Sopin, qui a aussi dirigé le service enfance de la mairie avec beaucoup de talent toutes ces dernières années et qui allait s'occuper de la propreté dans le 20e, ce qui est un autre sujet. Mais je lui souhaite autant de succès que dans ses fonctions ici à la mairie. Voilà les quelques éléments d'information qu'on voulait donner. Je ne sais pas si ça entraîne à ce stade des discussions, sinon on peut passer à l'ordre du jour. Monsieur Bournazel. Merci beaucoup, très rapidement. Merci à Madame Roland de ses propos, de ses informations. Effectivement, l'école est une priorité. C'est le premier budget de la nation. Un budget d'ailleurs en hausse constante depuis 2017, avec une volonté de se battre pour l'égalité des chances. Je voudrais rappeler que la mère de toutes les réformes depuis 2017, c'est le dédoublement des classes de CP, de C1 et de grande section, qui permet à des enseignants d'avoir 12 élèves par classe au lieu des 24 précédemment. C'est donner plus à des enfants qui au départ ont moins de capital social et culturel. Et aujourd'hui, les premières études démontrent que des enfants du 18e arrondissement ou du 19e arrondissement ont le même niveau en CM2 que des enfants du 7e arrondissement. Ceux qui étaient rentrés en CP en classe dédoublée en 2017 sont aujourd'hui en CM2. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est le travail d'une génération. Mais cette réforme est une belle réforme de l'égalité des chances parce que ça commence à l'école. C'est dans la même philosophie ce que nous avons fait et ce que nous portons. Et je crois qu'il est réussi grâce à l'engagement des enseignants et des parents d'élèves. C'est évidemment la question des devoirs faits qui participe aussi à l'égalité des chances. Maintenant, vous avez évoqué le départ de familles dans le 18e arrondissement. On a vu toutes les études qui concernent Paris. Quand on regarde de près les études justement et les analyses qui sont faites par les plus grands spécialistes, 3 sujets reviennent, notamment pour expliquer les départs de ces familles. D'abord, la cherté des logements. Paris est une ville chère, très chère, et la pièce supplémentaire devient très chère, et lorsqu'on s'agrandit, qu'on a des enfants, on est tenté de quitter Paris. Le deuxième point, c'est la baisse de la qualité de vie. Bruit, pollution, saleté des rues, sentiment d'insécurité ou problème de tranquillité, c'est un sujet qui doit nous préoccuper. Et comme élus de l'opposition municipale, élus d'opposition mais de l'opposition constructive, nous n'aurons de cesse de vous rappeler que ces priorités en matière de logement, de qualité de vie, de lutte contre le bruit, on va en parler tout à l'heure, de lutte contre la pollution, d'équipements publics de proximité, municipaux, la question de la lutte contre les incivilités doit être une priorité absolue si on veut rendre de nouveau Paris et le 18e attractifs aux familles.
Merci, mais on aura l'occasion de revenir tout au long de ce conseil sur tous ces sujets. Donc je propose d'en rester là, et notamment sur la question du logement, mais aussi sur la question du bruit, vous le disiez, et de la qualité de vie. Voilà. Et comme on en était dans les remerciements, j'aurais dû le faire avant, mais je voulais aussi saluer toute l'équipe qui a ouvert autour de Victoria Barrigan et de Violaine Trajan le premier jardin dédié aux tout-petits du 18e, ce maquis des merveilles où on était nombreux à les découvrir, avec cette idée que notamment pour les petits et les tout petits Parisiens, le fait de pouvoir avoir un contact direct avec la nature était indispensable, et je suis très fier qu'on soit arrivé en finalement assez peu de temps à mettre en place ce nouvel équipement. Je vous propose, merci beaucoup à toutes et à tous, qu'on rentre dans l'ordre du jour du Conseil. Donc la première délibération n'a pas fait l'objet d'inscription, elle concerne l'adoption du compte-rendu, pas de difficulté, unanimité. Les 3 délibérations suivantes concernant l'état spécial, il n'y a pas eu de demande d'inscription non plus. Si, allez-y. Non, simplement précision de vote. La DD c'était 58 abstentions, 59 abstentions, 60 pour. C'est ça, comme d'habitude, c'est tout à fait logique.